utilisées de manière très judicieuse et elles peuvent permettre de gagner. Nous disposons de moyens beaucoup plus puissants que les sanctions. Nous avons le commerce, mais nous ne pouvons pas perdre l'étalon dollar. J'utilise les sanctions de manière très efficace contre les pays qui les méritent, puis je les retire ensuite parce qu'on perd l'Iran, on perd la Russie. La Chine essaie de faire de sa monnaie la devise dominante, comme vous le savez mieux que quiconque. Toutes ces choses se produisent en ce moment. Vous perdez tellement de pays à cause de tous ces conflits que vous allez perdre cela, et nous ne pouvons pas nous permettre de perdre cela. C'est pourquoi je souhaite utiliser les sanctions le moins possible. Avec les droits de douane, par exemple, je pourrais dire « Vous n'honorez pas le dollar en tant que monnaie mondiale, est-ce bien cela ? Vous ne voulez pas le faire ? Non, nous ne le ferons pas. Alors je dis, très bien, je vais imposer des droits de douane sur tous vos produits. Et ils diront, monsieur, nous aimerions honorer le dollar en tant que monnaie mondiale. Vous savez, les droits de douane, en plus de la monnaie et des revenus que nous percevrons, ce qui sera le cas. Va bien. Un grand nombre de restrictions et de sanctions ont été imposées par Trump contre la Russie, comme aucun président avant lui ne l'avait jamais fait. Monsieur Poutine, quand on parle du sommet des BRICS qui va se tenir à Kazan au mois d'octobre, qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Et en 2023, les échanges commerciaux entre la Russie et les pays des BRICS étaient 290 milliards de dollars. Compte tenu du rythme d'évolution qu'il y a en ce moment, est-ce que là, il y a la dédollarisation? Est-ce que c'est une tendance momentanée ou est-ce que c'est quelque chose qui à plus long terme? Avant tout, moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce n'est pas une politique de dédollarisation que nous menons. Nous n'avons pas renoncé à effectuer des règlements en dollars. Mais cela nous a été refusé. Donc nous avons été obligés de trouver d'autres solutions. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est autre chose. C'est que les devises de tel ou tel pays expriment la puissance politique de ces puissances. Et plus l'économie d'un pays est importante, plus elle a des partenaires, plus sa devise est utilisée dans les règlements. Et donc, c'est naturel, puisque si une économie concrète dans un pays a beaucoup de partenaires, évidemment, il y a l'utilité d'utiliser sa devise. Donc, l'utilisation de la devise de tel ou tel pays dépend de l'économie de ce pays-là dans le monde. Et donc, après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient évidemment utilisé avec avantage de cette position. Il y avait le plan Marshall pour l'Europe, ils avaient créé un système mondial, le système de Bretton Woods, et puis ensuite ils l'avaient modifié, ils ont mis en place un autre système, ils ont créé donc cette monnaie mondiale, le dollar, et cela dépend toujours, comme je l'ai dit, de la puissance économique du pays. Aujourd'hui, la situation, et monsieur le Premier ministre vient d'en parler, il y a l'équilibre de ces puissances économiques, des deux plus grandes puissances économiques évolue. Et aujourd'hui, pour les pays du Sud, c'est 50% du PIB mondial. Et les pays des BRICS, c'est un tiers de l'économie mondiale. Et naturellement, et je le souligne, c'est un processus naturel, on a un changement dans les priorités ici, et évidemment, avec nos partenaires au sein des BRICS, nous utilisons les devises nationales à hauteur de 65%. C'est un processus naturel. Mais les autorités économiques et politiques et des États-Unis, c'est pas qu'elles sont maladroites, c'est que elles agissent de façon pas professionnelle, et je pense qu'elles incitent elles-mêmes à cette dollarisation. Ils ont fait une faute, mais ils n'arrivent plus à sortir de cette ornière. Et c'est difficile pour eux de reconnaître qu'ils ont fait une faute. Alors qu'il faudrait déjà modifier un peu la situation, les méthodes qu'ils utilisent, puisque on passe aux devises nationales et c'est tout.
Donc apparemment, ils peuvent pas changer ça. Ou alors c'est peut-être ceux qui viendront remplacer l'élite politique actuelle et qui comprendront ce qu'il faut faire. Parce que si on change quelque chose, il faut reconnaître qu'on s'est trompé. Et ça, c'est difficile. C'est comme ça que j'explique ce comportement. Comme ils voient que les choses s'écroulent, donc ils n'ont pas envie de lâcher le dollar. Mais cette tendance, elle incite à ces processus et la tendance à l'utilisation des devises nationales est liée à la croissance économique d'une manière générale. Donc la Chine, on connaît qu'en parité de pouvoir d'achat, c'est la première puissance au monde. Oui, l'économie américaine est puissante, elle est structurée, elle se distingue des autres. Mais en volume d'économie, celle de la Chine est en première place. En deuxième, il y a les États-Unis. Et l'écart entre les deux ne cesse de se croître d'année en année. Et cela se manifeste dans le volume des échanges commerciaux. Donc, on a au deuxième place les États-Unis, en troisième on a l'Inde, et la Russie est déjà quatrième en parité de pouvoir d'achat dans le classement mondial. Et donc, il y a encore eu tout récemment des calculs étrangers à l'étranger qui ont été faits. Nous avons dépassé le Japon. Oui, je sais, le Japon, l'Allemagne, ils ont des hautes technologies, mais le volume de l'économie est aussi important parce que un volume, ça permet d'investir des ressources dans tel ou tel secteur de l'économie. Donc, je le répète encore une fois, c'est un processus naturel qui n'est pas lié à la conjoncture politique, mais par leur décision maladroite et irréfléchie, les États-Unis ont suscité ce processus. En ce qui concerne les BRICS, oui, on voit qu'ils se développent de façon tout à fait réussie. La Russie, la Chine, l'Inde, c'est un peu le noyau de cette organisation. Donc en 2014, quand nous avons commencé à mettre en place, après il y a le Brésil qui s'est joint à nous, puis l'Afrique du Sud, et aujourd'hui nous avons encore doublé le nombre de pays membres. Et donc nous avons aujourd'hui un intérêt de la part de 30 pays. Ils nous manifestent leur volonté de coopérer avec nous, et certains d'entre eux même à nous rejoindre. Et donc il y a des pays qui sont tout à fait forts, qui se développent de façon dynamique et qui ont leur propre culture, qui sont des États tout à fait intéressants et qui apporteront évidemment une contribution positive à cette évolution. Merci beaucoup, monsieur.